Bonjour et bienvenue sur Cormac Talks. Aujourd'hui, on parle leadership, on parle gestion d'équipe, on parle de tous ces petits outils qui pourront vous aider à mieux gérer votre groupe au travail si vous êtes un ou une gestionnaire d'équipe. On parle de tout ce qui pourra vous aider à mobiliser et à influencer dans le bon sens quand vous avez des gens qui se rapportent à vous, qui travaillent pour vous. Je vais commencer par une petite anecdote qui vous est sûrement arrivée dans un passé plus ou moins récent. Est-ce que quelqu'un vous a déjà demandé d'arrêter de crier, mais à crier en le faisant? Est-ce que vous avez déjà vu un parent demander à son enfant d'arrêter de crier, mais il a dit exactement comme ça, arrête de crier. Et si vous tombez sur un enfant qui n'a pas peur de son parent, peut-être même votre enfant qui n'a pas peur de votre parent, de vous en tant que parent, mais il va vous dire, mais toi aussi tu cries. Ah ah! Et voici la grosse différence et la grosse nuance. Comment on peut donner l'exemple d'abord pour avoir une certaine crédibilité avant de demander à quelqu'un de faire la même chose. Moi, j'ai été manager et j'ai géré les équipes de service à la clientèle pendant plus de 15 ans. J'ai eu la chance, l'opportunité et l'honneur de gérer des équipes à différents niveaux de, de service à la clientèle, que ce soit à partir de là où on prend le téléphone, que ce soit à des niveaux de recours hiérarchiques, à des niveaux où il faut prendre des plaintes clients pour parler à un manager, pour parler à un directeur, pour juste parler à quelqu'un d'autre. J'ai eu à gérer des gens qui géraient ces plaintes-là. J'ai aussi eu à gérer ce qu'on appelle des gens qui gèrent les gens, la prochaine relève des chefs d'équipe. Et une des situations dans laquelle j'ai fait la plus grande différence, c'est quand j'ai hérité de cette équipe-là, que j'ai dirigée pendant 2 ans. On les appelait les, 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 euh, les LDP, donc les Leadership Development Program, donc les gestionnaires de demain. Quand je suis arrivé dans cette équipe-là, il n'y avait pas de culture de l'excellence. J'ai remplacé euh, quelqu'un qui, quand je suis arrivé en poste, les membres de l'équipe avaient l'impression que les, euh, les promotions ne se faisaient pas au mérite, mais ils se faisaient plus par qui ils connaissaient, quelle était leur connexion avec la hiérarchie et les membres de la hiérarchie supérieure. Et donc, moi, j'hérite d'une d'une équipe comme ça, avec un niveau d'engagement très faible. Et je vois très vite que, bon, on me donne cette équipe-là parce que j'avais eu à faire mes preuves dans d'autres équipes, mais à un niveau un peu plus restreint. Et donc là, je dois faire mes preuves maintenant au grand jour. Et j'hérite donc de cette responsabilité-là qui était aussi un honneur de former la relève de demain quand on parle de manager de service à la clientèle. Et jusqu'à ce jour-là, c'est un des plus beaux postes et un des plus beaux rôles que j'ai occupé en tant que gestionnaire manager de personnes. Alors, ça a commencé par des petits gestes simples. C'était une grande équipe de 30 personnes. Je gérais tous les gestionnaires en devenir, donc ceux qui remplaçaient pour du court terme, pour des vacances, ceux qui remplaçaient pour des congés de maternité. Tout était sous moi. Je les ai tous rencontrés, un à un, dans mon bureau. Première rencontre, on ne parle pas de travail, on ne parle de rien du tout, autre que qui es-tu? Parle-moi de toi, dis-moi qu'est-ce qui t'allume. Dis-moi si tu avais une baguette magique aujourd'hui dans le monde, qu'est-ce que tu ferais?
Des petites questions qui en disent long sur un individu et son état d'esprit. Le fait que vous preniez le temps de connecter avec ces gens-là, qui s'attendent à parler résultats de la première rencontre, non. On a pris 1 heure pour chacune de ces 30 personnes pour parler d'eux. C'est quoi leur valeur? Qu'est-ce qu'ils veulent devenir plus tard? Quelles sont leurs passions? Qu'est-ce qu'ils sont bons à faire à part venir au travail et faire le boulot pour lequel on les paye? Posez ces questions-là, vous serez surpris d'entendre les réponses parce que vous vous intéressez justement à vos employés pour ce qu'ils sont et pas seulement pour ce qu'ils savent faire. Une fois le tour de rencontre terminé, vous avez des rencontres d'équipe où tout le monde est dans la même salle. Et je tiens à préciser que j'avais aussi des LDP qui étaient de l'autre côté. Donc, il y en avait qui étaient à Montréal, il y en avait qui étaient à Vancouver, parce qu'on avait aussi des bureaux à Vancouver. Ces gens-là étaient aussi sous moi. Et faire donc des rencontres d'équipe où tous les LDP sont dans la même salle, des rencontres d'équipe qui n'avaient pas l'habitude de commencer à l'heure avant, des rencontres d'équipe où il n'y avait pas vraiment un agenda, des rencontres d'équipe qui avaient l'habitude de dépasser le temps imparti, des rencontres d'équipe où il n'y avait pas vraiment de structure. Et là, j'arrive et je propose à tout le monde, aux volontaires d'abord, mettre quelqu'un qui va s'occuper de la gestion du temps, timekeeper, quelqu'un qui va faire l'agenda. La prémisse de base, c'est que le meeting d'équipe doit avoir lieu, que je sois présent ou non. Organisez-vous pour que même si je ne suis pas là, le meeting d'équipe puisse avoir lieu avec les sujets. Donc, quelqu'un était en charge de l'agenda pendant 1 mois. Pour les 4 meetings du mois, il y avait une personne qui était désignée à l'avance, qui devait aller voir ses collègues avant le meeting pour recueillir les sujets, mettre le temps imparti pour chacun des sujets. Et moi, il y avait un 10 minutes qui m'était réservé pour amener les messages qui venaient de la direction. Mais tout le reste du meeting, ça appartenait au LDP. J'ai pas besoin de vous dire que les gens se sentant empowered, donc qu'on leur fasse confiance pour qu'ils gèrent eux-mêmes, entre autres, le meeting d'équipe et qu'on commence à l'heure, que tout le monde soit là ou non. Et qu'après 5 minutes, on ferme la porte de la salle. Donc, ceux qui sont en retard de plus de 5 minutes, ben, ils ne viendront pas au meeting. Ils liront les minutes et le recap qui va être envoyé par la personne qui s'en charge aussi ce mois-là. Ça a pris, quoi, 2, 3 meetings à peine pour que cette culture-là se mette en place. Les gens qui arrivaient en retard avant, se heurtant à une porte close, ont arrêté d'arriver en retard. Les gens voyaient que le meeting devenait quelque chose qui était une valeur ajoutée. C'était pas juste on se présente et on parle pendant 1 heure et ça dépasse le temps. D'ailleurs, la plupart du temps, on vient et il y a des sujets à l'agenda. On est passé de meetings où il y avait des choses qui sortaient, des sujets de l'ordre du jour qui sortaient pendant la rencontre à un état où, si ça n'a pas été dit assez à l'avance pour que ça fasse partie de l'agenda, ça ne sera pas abordé durant la rencontre. Les gens ne demandent qu'à être structurés. Et si vous arrivez à structurer les gens, vous serez plus productif. La deuxième chose que j'ai réussi à modifier et à améliorer, c'est la présence au travail. Comment? Ben, en étant moi-même toujours présent au travail. Pour rejoindre l'anecdote que j'ai donnée en début de clip, vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un son nombre de jours maladie quand vous-même, en tant que leader, vous êtes toujours malade. Vous avez peut-être le pouvoir du leader parce que vous êtes son supérieur hiérarchique, mais vous n'avez aucune crédibilité à ses yeux.
Et cette personne-là, le jour qu'elle ne vous craindra pas parce qu'elle a un contact plus haut dans la direction, ben, elle vous répondra dans votre face, quelque chose qui vous plaira peut-être pas. Et vous avez perdu cet employé-là. Donc, commencez à vivre vous-même les valeurs que vous voulez que les gens dans votre équipe vivent. Si vous demandez aux gens dans votre équipe d'être disponibles, vous devez être le premier disponible. Donc, moi, je disais à mon équipe, ne m'envoyez pas si vous voulez me voir, ne m'envoyez pas de email. Le email pour moi, c'est un moyen d'expression passif. Le email pour moi, c'est une façon de supporter une communication. Ça ne peut pas être le moyen de communication principal. Moi, je travaillais pour une compagnie de téléphone, compagnie de télécom. Je ne peux pas concevoir qu'on ne puisse pas communiquer par le téléphone à tout le moins. Sinon, ce que je préfère, c'est en live et de visu. Donc, si vous avez besoin de moi, venez me voir à mon bureau. Si je ne suis pas à mon bureau parce que j'ai des SMI dans tout le centre d'appel ou centre de contact, donc je suis peut-être quelque part en train de faire de l'écoute, en train de superviser l'équipe, appelez-moi. Et si vous avez essayé tout ça, que je ne réponds pas, envoyez-moi un SMS. Envoyez-moi un texto. Ne m'envoyez pas de courriel. Je reçois plus de 200 courriels par jour. Une équipe de 30 personnes. Je n'ai pas le temps de faire le tri toutes les 20 minutes pour voir qui a écrit ou qui n'a pas écrit. Donc, si vous voulez m'envoyer une présentation, c'est sûr que vous pouvez pas le faire au téléphone. Vous pouvez me l'envoyer par email, par attachment et me laisser un message pour me dire je vous ai envoyé pour m'avertir de l'urgence de la situation. Donc, une façon de gérer que j'ai amenée qui était différente de la précédente et qui était plus productive. Je ne regarde pas mes emails à longueur de journée. J'ai d'autres choses à faire. Je préfère passer du temps avec des gens. Donc, j'étais les LDP étaient dans ce qu'on appelait des tribus, donc des groupes de 4 ou 5 équipes. Et je passais mon temps à côté d'eux pour voir comment ils géraient leur agenda, comment ils géraient leur présence plancher, comment ils répondaient aux questions des conseillers qui avaient des questions, parce que tout le monde était organisé en tour pour répondre aux questions. Et donc, ça, c'est une autre chose qui permet d'amener de la structure. Une autre chose qui a bien fonctionné, dont je ne suis pas peu fier, c'est le processus qui amène un conseiller qui vient d'arriver et qui prend des appels. Comment il peut progresser à travers ce processus-là pour ultimement devenir un manager et un chef d'équipe. Il n'y avait pas de recette avant. Ça arrivait au petit bonheur à la chance, aucune crédibilité. Donc les gens disaient, ben, c'est parce qu'on connaît tel ou tel qu'il est devenu chef d'équipe intérim et que c'est basé sur rien, qu'il y a du favoritisme. Ça, c'était la situation d'avant. J'ai bâti, moi-même étant un ancien conseiller au service à la clientèle, j'ai commencé ma carrière là-dedans il y a 25 ans maintenant. Mais quand vous êtes conseiller à la clientèle, au service à la clientèle, le processus dit que vous devez faire partie des meilleurs conseillers au service à la clientèle. Score de qualité, fiche de présence, euh, euh, agent proof, donc c'est-à-dire tout ce qui est les métriques. Vous devez être aux attentes ou au-delà des attentes. Si vous faites ça pendant un certain temps, donc au moins 6 mois, 1 an, de bons résultats, vous passez comme un conseiller senior. Conseiller senior, ce que ça fait, c'est que quand il y a des nouveaux qui arrivent parce qu'ils viennent d'être embauchés et qui sont en formation, qu'ils ont besoin de faire ce qu'on appelait du side by side, donc s'asseoir à côté de quelqu'un qui leur montre le boulot, le travail, qui prend des appels à côté d'eux, ils écoutent le client en même temps que la personne qui travaille, quelqu'un qui leur apprend à faire le boulot pendant qu'ils sont encore en formation. Donc, vous devenez un conseiller senior. En tant que conseiller senior, vous aviez une fiche de feedback, des ratings. Par les nouveaux conseillers qui viennent de formation, ils devaient évaluer la session de side by side, donc d'écoute à côté de vous, pour le 1 heure ou 2 qu'ils ont passé à écouter des appels avec vous. Et ils vous donnent une note. Ils ont déjà donc ce pouvoir-là, alors qu'ils sont en formation.
Donc, vous avez tout intérêt à bien les servir. Donc, ils disent comment vous prenez vos appels, est-ce que vous êtes poli, ainsi de suite. En principe, vous devriez l'être parce que vous avez ce rôle de conseiller senior là. Et selon ces ratings que je recevais de la part de ceux qui les écoutaient en formation, je me faisais une fiche de tous ces conseillers seniors-là et ceux qui avaient la meilleure note, c'était eux qui étaient classés les premiers. J'appelais ça mon ranking. Une fois que vous faites partie des meilleurs conseillers seniors, vous allez à l'étape du dessus. Au-dessus, donc on cherche euh, des SME, des Subject Matter Experts ou Senior Mentor Experts. Donc, ces gens-là, c'est eux qu'on met dans le centre d'appel sur le plancher avec une station et un drapeau dédié. Et c'est eux qui répondent aux questions quand les chefs d'équipe ne sont pas disponibles, quand les chefs d'équipe sont en off-site, quand ils sont en réunion, quand ils sont juste pas disponibles pour le faire. Donc ça prend un certain niveau de connaissance du travail, mais aussi un certain niveau d'indépendance. Et vous devez pouvoir répondre à ces questions-là ou prendre des escalades clients au besoin si jamais le cas se fait sentir. Et donc ça, ce sont les SME, les Senior Mentor Experts. Donc, conseiller senior, Senior Mentor Expert. Et Senior Mentor Expert, ils sont évalués comment? Encore par le feedback des gens qui viennent poser les questions. Une fois que vous devenez un Senior Mentor Expert, vous faites partie des meilleurs. Là, vous faites partie de l'échantillon de ceux que je vais aller chercher au cas où il faut que vous devenez en fait un SME dans l'équipe. Dans l'équipe des 30, quand il y a une position qui se libère, ben, j'allais chercher dans cet échantillon-là de Senior Mentor Expert. Et il faisait partie donc de l'équipe, des chefs d'équipe en devenir. Et cette équipe-là, j'avais accès à leur calendrier dans Outlook et je leur demandais une planification de leur semaine 2 semaines à l'avance. 2 semaines à l'avance. Ils avaient chacun une équipe. Je leur demandais de rentrer leur coaching, donc combien de fois ils rencontrent les clients, les employés de leur équipe, de mettre leur présence plancher dans les périodes où ils répondaient aux questions sur le plancher quand c'était leur tour, et cela à l'intérieur de chacune des tribus du centre d'appel. Et donc, il y avait un processus clair, établi, où je suis conseiller senior, SME, donc Senior Mentor Expert. Et là, maintenant, je suis chef d'équipe LDP, donc Leadership Development Program. Chef d'équipe en devenir et en formation. J'avais un rating qui m'était envoyé tous les 3 mois de la part des chefs d'équipe qui travaillaient avec ces gens-là. Donc, quand je les envoie, quand ils sont à l'intérieur des tribus, qui font leur présence plancher, les chefs d'équipe confirmés qui sont avec eux, les voient interagir et ils me donnent du feedback. Parce que moi, j'en avais 30, je ne pouvais pas être partout à la fois. Par contre, je prenais du temps pour venir une journée ici, une autre journée là-bas avec telle ou telle personne, de façon à rencontrer tout le monde. Donc, j'avais mon propre point de vue. Je venais quand le temps me le permettait, pendant la semaine. Et le reste du temps, qui était quand même la majorité du temps, ben, ce sont les chefs d'équipe collègues avec qui ils travaillent, qui eux sont des gens confirmés. C'est ces gens-là qui me donnaient le reste du feedback. Et donc, j'avais un feedback tous les 3 mois sur la performance de ces gens-là. Et donc, qui vous pensez, quand on venait me demander, OK, on cherche à envoyer un chef d'équipe pour remplacer pendant 9 mois un congé de maternité ou un an ou quelqu'un qui part 3 mois parce que c'est une invalidité, ben moi, je regardais parmi les top ranked avec tous ces critères dont je viens de parler, je donnais au directeur un ou deux ou trois choix selon le fit qu'il cherche pour son équipe. Et cette personne-là partait en mandat. Des fois, ils partaient, ça se passait tellement bien qu'ils ne revenaient pas, ils étaient confirmés sur le champ. Des fois, il n'y avait pas de place pour confirmer, ils revenaient. Des fois, c'était peut-être pas une bonne performance parce qu'il manquait telle ou telle affaire. Donc, ils venaient, il fallait ajuster le tir. Des fois, il y avait des gens dans mon équipe qui étaient des LDP, mais qui ne voulaient pas devenir chef d'équipe. Ils voulaient plus devenir analystes. Il y en a d'autres qui voulaient devenir formateurs. Ben,
on les plaçait dans ce sens-là. Donc, moi, j'allais voir les équipes de formation pour dire, OK, parfait, j'ai telle personne qui va bien. Quand est-ce que vous allez avoir une ouverture? Quand vous en aurez une, ben, pensez-y fortement parce que c'est quelqu'un que je recommande. Et donc, ma recommandation avait un certain poids parce que les gens savaient que quand les gens passaient avec moi, il y avait un certain niveau de qualité que les gens avaient obtenu. Et c'était ça l'avantage. C'était un saut de qualité de passer par cette équipe Cosmi. C'est ça que j'avais réussi à instaurer par toutes les étapes que je viens de décrire. Et donc, tout ça pour dire que c'est ça le blueprint ou le pinkprint d'une gestion d'équipe. Il n'y a rien de vraiment sorcier dedans. En faisant ça, j'ai réussi à augmenter de 21% le taux d'engagement des agents dans cette équipe-là, entre le moment où je suis arrivé et le prochain sondage qui était à peu près un peu moins d'un an après. 21%. Tout ça en tenant les gens responsables, holding people accountable. Si tu ne fais pas le boulot, je disais toujours dans l'équipe SMI, il y a autant de mouvements à la hausse qu'à la baisse. Si vous faites bien, vous allez être promu. Si vous ne faites pas bien, on vous enlève de l'équipe. Puis quelqu'un d'autre qui attend, ben, viendra prendre la place qui lui revient. On a réussi, après un an, à passer d'un grade salarial temporaire, donc où il y avait une prime, à un grade salarial qui était permanent. On est passé d'un grade salarial 3C avec une prime à un grade salarial 4 confirmé. Tout ça parce qu'il y avait une certaine structure. Et la direction a eu aucun mal à voir que ces gens-là valaient un peu plus que ce pourquoi ils étaient payés. Donc, seul le travail paye. Les gens ne demandent qu'à suivre un exemple. N'ayez pas peur d'être juste, parce que c'est comme ça que vous instaurez la culture d'entreprise. Moi, j'ai eu à enlever les gens de cette équipe-là parce qu'ils ne se conformaient pas. Ils n'avaient pas les résultats, mais ça faisait longtemps qu'ils étaient là, donc il n'y a rien qui les encourageait à avoir les bons résultats. Quand je suis arrivé, je leur ai dit, OK, je te donne 3 mois pour arriver aux attentes. Si tu n'y arrives pas, ben, tu vas devoir rétrograder, retourner prendre des appels, puis quelqu'un d'autre qui est plus méritant prendra ta place. Et j'ai eu, dans ma première année d'exercice, à en renvoyer 2 qui sont retournés prendre des appels. J'ai eu à en promouvoir beaucoup. Donc, le but, c'est pas nécessairement de faire de la rétrogradation, on le fait quand ça s'impose, mais le but, c'est surtout aussi de promouvoir cet effort-là. Et quand les gens voient que les efforts paient, que c'est pas n'importe qui est pris parce qu'il connaît quelqu'un au-dessus, ben, les gens travaillent beaucoup plus fort parce qu'ils savent qu'il y a une récompense au bout de l'effort. Donc, c'est ça dont je veux parler aujourd'hui, dont je voulais parler aujourd'hui, en termes de gestion d'équipe. Donnez le bon exemple. Soyez au courant de ce qui se passe dans votre équipe. Ne restez pas dans votre bureau et votre tour d'ivoire là, en espérant que l'information vienne vers vous. Ne soyez pas comme certains dirigeants de ce monde qui dépendent de ceux qui les écoutent. Quand vous dépendez de ceux qui vous écoutent, ben, ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. Si vous êtes un gestionnaire, en tout cas dans le domaine de centre de contact ou un centre d'appel, généralement, tout le monde est assis sur la même aire de travail. Donc, il n'y a pas beaucoup de portes. Ne soyez pas une porte qu'il faut ouvrir ou fermer. Soyez accessible à air ouverte. Marchez dans les allées pour que les gens vous voient. Écoutez ce que les gens disent. Leur travail à eux, c'est quoi les conseillers? C'est de servir les clients. Mais comment voulez-vous savoir ce qu'ils font en termes de qualité de travail si vous ne les écoutez pas? Vous avez des moyens d'écouter les appels qui datent d'une semaine. Je n'ai jamais été un gros fan d'écouter les appels qui datent d'une semaine. Écoutez l'appel du jour même. Écoutez l'appel qui est en train de se faire. Soyez sur le terrain. Allez voir un conseiller and catch him do something good. Prenez-le sur le fait, mais d'un truc positif, pas vous essayez de le prendre à défaut pour un truc négatif qu'il a fait. Il faut changer le mindset. Et quand vous pensez positif, il y a des bonnes choses qui arrivent. Quelqu'un que vous voulez qu'il
je sais pas moi, qu'il utilise sa bibliothèque d'outils pour répondre aux questions. Vous le voyez faire ça pendant que vous marchez sur le plancher, alors que c'était un enjeu pour lui avant. Mais allez le féliciter sur le champ. Vous verrez ce regard de, de surprise, mais agréable. Ah, OK, il s'intéresse à ce que je fais. Parlez de vous, parlez avec eux, connaissez un peu leur quotidien. Vous verrez qu'avec les meilleurs dans mon équipe, je parlais même plus de statistiques avec eux. On parlait même pas de résultats. On parlait de ce qui les branchait vraiment, qu'est-ce qu'ils veulent faire. On faisait du développement personnel. C'est à ce niveau-là qu'on était rendu. Les résultats, ils viennent d'eux-mêmes parce qu'ils sont motivés par ce que vous faites pour eux, parce que eux, ce qu'ils veulent faire. Ils vont vous donner 150% de réussite au résultat si vous faites ça. Si vous voulez suivre tout le monde à la trace, les gens vous donneront, pardon, les gens vous donneront 100% au meilleur des cas s'ils ont peur de vous. Et encore, mais vous passerez tout votre temps à vérifier, à essayer d'espionner. Moi, dans mes équipes, quand j'arrivais, la première chose que je dis aux gens, je m'attends à ce que tu me dises tout ce qui se passe dans ta vie au travail. Ce qui va bien, mais aussi ce qui va pas bien. Tu fais des bons coups, je veux en entendre parler. Tu fais des conneries aussi. Je veux que ce soit toi qui me le dises. Parce qu'au moment où tu le fais, tu le sais que c'est quelque chose de pas bien que tu es en train de faire. Moi, je pourrais aller chercher dans les rapports qui sortent tous les mois, mais je saurai un mois plus tard. Puis je vais passer ma vie ou ma carrière dans des rapports. Ça ne me tente pas de faire ça. Je préfère passer du temps à développer les gens, à les aider à atteindre quelque chose où ils ne sont pas encore aujourd'hui. Mais si toi, tu es en train de faire un coup tordu, toi, tu le sais, tu as raccroché sur un client. Mais viens me dire que tu as raccroché sur un client. Même mieux, viens me dire que tu es sur le point de raccrocher sur un client parce que ça ne se passe pas bien. Là, on peut t'aider. Si tu n'as pas eu le réflexe de le faire, que là, bon, le coup est déjà parti, hop, on raccroche. Mais viens dire. Parce que je veux le savoir tôt ou tard que tu as accroché sur quelqu'un. Ça va être le jour même, le lendemain, la semaine d'après, le mois d'après. Il y a des rapports qui le disent. Mais le rapport va me le dire bien plus tard. Alors que tu me croises tous les jours en me regardant dans les yeux et tu sais que ça s'est arrivé. Je suis arrivé en retard. Mais dis-moi que tu es en retard. Passe par mon bureau, me dis, OK, je suis en retard de 10 minutes, désolé, parfait. Va prendre ton chiffre, à ta pause, on s'en parle ou viens me voir après. Mais je sais que tu es en retard. Je ne vais pas l'apprendre dans un rapport 2 semaines plus tard que tu es arrivé en retard 3 fois ce mois-ci, sans m'en parler. Et là, maintenant, j'ai la surprise négative, ce que j'appelle. Et là, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver de bien avec ça? Il n'y a pas de lien de confiance. J'éduque mes enfants de la même façon. Dites-moi ce qui se passe. Faites la bonne chose, pas parce que je suis là pour regarder. Faites la bonne chose parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que le client mérite d'être bien traité. Tout simplement. Le client paye ton salaire. Qu'on le serve, c'est du service à la clientèle. Encore une fois, pas des sévices à la clientèle. Prenez l'opportunité d'aller aider quelqu'un aujourd'hui. Vous êtes en centre d'appel, en centre de contact, vous allez prendre 20, 30, 25 appels aujourd'hui. Mais c'est 25 opportunités d'aider quelqu'un. Si on le voit comme ça, c'est glorifiant. Si on le voit comme moi, je prends un appel après l'autre. Je me débarrasse le plus vite possible. OK. Tu as fini, il y a un autre appel qui rentre, hein, donc autant bien prendre soin de l'appel précédent. Ces clients-là, ils vont rappeler pour donner leur avis. Ils vont recevoir un sondage. Donc, si ça s'est bien passé, ça va savoir. Si ça s'est mal passé, ça va aussi se savoir. Donc, essayez d'anticiper. N'attendez pas que les choses tombent sur vous. Dites la vérité. Dites la vérité. Moi, je me rappelle, il y a un de nos anciens CEO qui nous avait dit qu'en tant que leader, qu'on arrive à un certain stade de leadership dans une compagnie, une des choses les plus difficiles à avoir, c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'on est généralement entouré de gens qui ont des bénéfices, des gros bénéfices, d'énormes bénéfices et avantages, et qui ont intérêt à rester là.
Et que quand on leur demande leur avis sur quelque chose ou quoi que ce soit, ben, ils donnent la version qui fera plaisir au boss versus ce qui se passe vraiment. Donc, si vous faites confiance juste à ce cercle-là, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais ça arrive qu'il y en ait des gens comme ça, vous n'aurez pas l'heure juste. Si par contre, vous prenez le temps de sortir de votre bureau, de votre tour d'ivoire et aller sur le plancher des vaches, comme on dit, allez voir un conseiller lambda. Je dis, hey, toi, ça va bien? Oui, c'est quoi ton nom? C'est qui ton chef d'équipe? Comment il s'appelle? C'est quand la dernière fois qu'il t'a rencontré pour coaching, pour t'aider dans ton travail, quand il est supposé te rencontrer toutes les semaines? Nous, on sait que c'est ça le benchmark. Soyez surpris des réponses de certains conseillers. Quoi, moi, ça fait 6 mois que j'ai pas vu mon coach. Ah bon, ok. Et c'est qui ton coach? Ah ben oui. Et ce coach-là, quand il se rend compte que le N+3 au-dessus de lui fait cet exercice-là, ben, tout d'un coup, il commence à faire ses coachings un peu plus souvent, comme il était supposé le faire. C'est la nature humaine. S'il n'y a rien qui se passe, on se laisse aller la plupart du temps. Les gens qui sont excellents n'attendront pas que ça arrive. Ils vont se prendre en main parce que c'est leur seconde nature. Par contre, ceux qui ont besoin d'un coup de main, ben, donnez-leur ce coup de main-là. Amenez-leur la structure dont ils ont besoin. Aidez-les à faire une différence dans leur quotidien. Aidez-les à s'améliorer en tant que travailleur, mais aussi en tant que personne. Partagez vos expériences. Partagez vos erreurs. Moi, je partageais mes erreurs de management avec les gens dans mon équipe que j'aidais à devenir des managers. Qu'en début de carrière, je, j'ai fait l'erreur de regarder juste le résultat et pas le comportement. Je peux partager avec vous que moi, quand je suis devenu coach et que quelqu'un avait un, un average handle time, donc temps de traitement d'appel trop élevé et qu'il fallait que ça baisse parce que c'était pas bon pour le business, ben, on arrivait puis on disait que c'est trop haut, c'est trop haut, c'est trop haut, tu parles trop longtemps, tu as 2 fois le temps qu'on demande, il faut que tu baisses ça. OK. Pas d'expérience, droit sur le résultat, très insistant, on ne prend pas le temps. Hop, le conseiller, lui, n'a pas les armes. Il n'est pas équipé pour descendre son acheter de moitié tout d'un coup. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il se débrouille. Et donc, vous, lors du prochain rapport, vous voyez que la personne s'en acheté à diminuer de moitié et rentre maintenant dans l'objectif. Comme par hasard. Et vous, vous êtes content. Moi, j'étais content, je me rappelle. J'étais super content. Je dis, ouais, donc là, mon équipe, tout va bien. Et mon boss, à l'époque, il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il fait, lui, pour diminuer drastiquement son temps comme ça? Je dis, ben, je sais pas. Il me dit, tu devrais savoir, tu devrais essayer de savoir. Vous savez ce que cette personne a fait? Vous savez que le temps de traitement d'appel, c'est à peu près quoi? 450 secondes. C'est 7 minutes et demie. Ben, ce bonhomme-là, tout bonnement, à chaque appel, après 7 minutes et demie, il raccroche. Donc, on a un client de l'autre côté qui est en train de parler, hop, tout d'un coup, clic, la ligne se coupe. Ce client-là, ben, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Il rappelle le centre de contact client. Il est en attente parce que c'est une période occupée, s'il appelle à une période occupée ou c'est l'heure de midi. Et là, il doit recommencer toute son explication à quelqu'un d'autre parce que la ligne a coupé et il ne sait pas pourquoi. Et lui, il s'est dit que c'était un problème de système. Non. Ce gars-là, je l'ai attrapé comment? En sortant un rapport d'appels qui sont terminés par le conseiller, parce qu'on avait ces rapports-là. Ils étaient produits tous les mois, mais on les avait. Et donc, lui, pour arriver à ses fins, ne sachant pas comment, il raccroché tout simplement. Ça a atteint l'objectif. Mais combien d'autres dommages collatéraux ça fait? Combien de clients ont eu la ligne coupée, ont dû rappeler pour ça? Ça coûte beaucoup plus cher que juste faire le coaching. Donc moi, j'ai appris de cette erreur-là et c'est là que je fais beaucoup plus confiance au comportement qu'au résultat. Si vous avez le bon comportement, vous atteindrez votre résultat éventuellement. Donnez les gens aussi le temps d'arriver au résultat.
Tant qu'il y a une progression dans le bon sens, ne soyez pas trop impatient, ne mettez pas trop de pression. Et là, je suis en train de parler d'un sujet qui me tient à cœur, au-delà de la gestion d'équipe et gestion de groupe. C'est tout ce qui est la gestion de ce que j'appelle l'ingénierie du comportement. Arriver à mettre des chiffres, des dollars derrière un comportement. Ça aide drôlement les gens d'une équipe. Ça aide à les conscientiser plus sur les actions qu'ils posent, les impacts qu'ils ont par une petite action. Savez-vous que dans un centre de contact, je vais prendre celui pour lequel j'ai travaillé pendant longtemps, centre de contact à peu près 2000 personnes, 2000 employés, temps plein, temps partiel confondu, prend à peu près 20 à 25 000 appels par jour. Savez-vous que le coût de traitement d'un appel, c'est un peu moins de 8 dollars, si vous confondez, mettez ensemble tout ce qui est les salaires, ainsi de suite. Coût de traitement d'un appel, c'est un peu moins de 8 dollars. Ça veut dire que chaque fois qu'un client appelle, ça coûte 8 dollars en moyenne pour traiter cet appel-là. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'un client rappelle inutilement, ça coûte 8 dollars. Donc, si le client rappelle parce qu'on lui a raccroché dessus, ça coûte 8 dollars. Si le client rappelle parce que la ligne s'est coupée parce que le réseau n'était pas bon, ça coûte 8 dollars. Si le client rappelle parce que le conseiller semblait hésitant quand on lui a donné l'information et qu'il se dit, ah, il faut que je vérifie parce que ce gars-là, il n'a pas l'air sûr, ça coûte 8 dollars. Les gens comprennent quand vous leur parlez ce langage-là parce qu'il y a le coût attaché derrière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire beaucoup de formation pour que les gens soient certains de l'information qu'ils donnent, que la personne sache où aller chercher l'information pour que quand il la divulgue au client, non seulement il sait que c'est la bonne, parce qu'il va dans la bonne librairie pour aller la chercher, mais quand il la divulgue aussi, il la divulgue de façon confiante. Il y a une différence entre, OK, c'est combien le roaming pour aller aux États-Unis? C'est 12 dollars. Je pense que c'est 12 dollars. Non, non, attendez, c'est 14 dollars par jour. 14 ou 12. Oui, je pense que c'est 12. C'est 12 dollars, monsieur, par jour, je crois, je pense. Quelqu'un qui vous dit ça, là, vous allez sûrement rappeler pour savoir, mais ça coûte combien ce roaming-là aux États-Unis? Alors que quelqu'un à qui vous demandez, le roaming aux États-Unis, c'est combien? Il vous regarde, il vous dit, c'est 14 dollars par jour, monsieur. Et voilà, la différence dans le ton, la confiance qui est dégagée dans la réponse. Ça, la formation l'amène. Et donc, vous venez de réduire vos coûts quand vous faites de la formation. Quelqu'un qui parle longtemps en appel, ben déjà, il faut écouter les appels pour voir pourquoi il parle longtemps. Il faut savoir dans quoi il doit couper, qui est superflu, pour que vous puissiez lui donner le coaching approprié pour qu'il diminue son temps moyen de traitement d'appel. Vous ne pouvez pas juste faire comme moi en début de carrière où c'est diminue-moi ça, puis arrange-toi. Non. Et donc, avec l'expérience, j'ai commencé à apprendre aux gens comment faire ça. Donc, comment peux-tu le faire? Il faut que tu saches ce qui se passe dans ton appel. Va écouter les appels. Pas un seul, pas deux. Écoute 10 appels du même conseiller. Des appels qui ne sont pas pris la même journée, qui ne sont pas pris à la même heure de la journée. Pour que tu aies un échantillon représentatif de ce que cette personne-là sait faire. Comment elle passe ses journées. Est-ce qu'elle rend les clients contents ou elle rend tous les clients plus agacés, plus irrités après qu'elle leur ait parlé? C'est une différence, ça. Et donc là-bas, vous allez vous rendre compte que certaines personnes se mettaient en attente pour parler avec leurs voisins parce qu'il n'y avait personne autour d'eux pour regarder ce qu'ils faisaient. Certaines personnes euh, étaient dans comment dirais-je, répéter l'information de façon inutile à la fin de l'appel ou même durant l'appel parce qu'ils sentaient le besoin de se répéter, ils n'avaient pas cette confiance en eux.
Certaines personnes ne savaient même pas où aller chercher l'information. Donc, il y avait aussi un besoin de formation. Donc, tout ça pour montrer qu'il y avait besoin d'une présence encore plus grande de leur chef d'équipe dans l'écoute pour aller déceler quels sont les besoins et comment on peut corriger ça pour un employé. Et quand vous faites ça, vous voyez quelqu'un qui, après un mois, vous enlève facilement 20, 30, 40% de moins de la bonne façon sur son temps moyen de traitement d'appel. Savez-vous qu'une seconde de 30 temps moyen de traitement d'appel, si vous l'annualisez sur un budget de traitement de centre d'appel, une seconde, c'est à peu près 60 000 $. Si vous prenez le centre d'appel moyen de tout le monde, toutes les équipes de tout le centre d'appel, pour le centre d'appel de 2000 employés dont je parle, à peu près 60 000 $. Il y a une autre métrique qu'on appelle le callback rate, donc le taux de rappel des clients. Donc, le taux des clients qui ont rappelé, soit parce qu'ils n'étaient pas contents, soit parce que toutes les raisons que je donnais avant. Savez-vous qu'un pourcentage de taux de rappel, ça vaut un peu moins d'1 million de dollars? Un pourcentage, 1% de taux de rappel, c'est un peu moins d'1 million. Quand vous parlez à des VP, là, et que vous leur parlez ce langage-là, ils sont tout oui. Ils vont vous écouter, ils vont dire ce que vous recommandez de faire en termes de formation, en termes de budget, sur la présence plancher, peu importe, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, c'est ça l'ingénierie du comportement. Quand vous arrivez à mettre des chiffres derrière un comportement, quand le comportement change dans le sens que vous voulez, ben vous mettez un peu plus d'argent dans vos poches. Donc, aujourd'hui, on a parlé de tout ce qui est gestion d'équipe, comment donner l'exemple, comment donner le bon exemple pour que les gens puissent suivre. Commencez par faire, vous, ce que vous attendez des gens qui sont dans votre équipe. Essayez d'influencer sans utiliser le pouvoir. Parce que comme dit un de mes anciens boss, le pouvoir, plus tu l'utilises, plus tu le perds. Parce que quand vous l'utilisez, les gens savent de quoi vous êtes capable. Et s'ils n'ont pas peur de ce que vous êtes capable, ce dont vous êtes capable, mais ils n'auront plus peur de vous. Le vrai pouvoir, c'est celui qu'on n'a jamais besoin d'utiliser. Les plus grands boss que je connais, les plus efficaces, les plus influençants, ils n'ont jamais eu besoin de dire, moi, je suis senior vice-président de. Le gars, il arrive, il se présente même pas, il donne juste son nom, il donne pas son titre. Parce que c'est la façon dont il parle qui inspire confiance, qui fait qu'on a envie de le suivre. C'est ça, être un leader. Un leader sans le titre, il n'a pas besoin d'avoir un titre. Le titre vient juste l'aider parce que, bon, mais la façon dont il se comporte. Vous pouvez prendre un appel d'escalade dès que vous êtes un directeur, un client n'est pas content, puis vous vous présentez comme étant un directeur. Pendant que le client vous présente son problème, vous ne l'écoutez pas, vous passez votre temps à l'interrompre, mais vous n'agissez pas comme un leader pour lequel vous êtes présenté. Vous vous présentez en début d'appel, ça vous achète la paix pendant 30 secondes, peut-être une minute, mais il faut que vous vous comportiez comme tel pour que le client puisse continuer à vous croire. Si vous êtes là, que vous vous présentez comme un je ne sais qui, mais vous parlez comme quelqu'un qui n'a pas ce titre-là, mais on ne vous donnera pas la crédibilité qui vient avec. Et c'est normal. Donc, agissez comme votre rang. Agissez comme quelqu'un qui veut juste faire le bien. Et donc, vous verrez en France, en faisant ça, les gens vont vous suivre. Vous allez passer d'un état où vous allez, vous voulez que les gens fassent quelque chose versus vous voulez que les gens aient envie de faire quelque chose. You go from make them do it to make them wanna do it. Elle est là, la nuance. Tout le monde peut forcer quelqu'un à faire quelque chose si on a le pouvoir. Mais le jour où tu n'as pas le pouvoir,
tu pourras rien faire autour de toi, rien. Si par contre tu ne règnes pas par le pouvoir ou par la peur, mais juste par le fait que vous êtes avec des gens qui sont comme vous, le pouvoir, ça se perd, hein. Aujourd'hui, vous êtes directeur, demain, vous pouvez être rétrogradé ou perdre votre emploi. Si toute votre crédibilité reposait sur votre titre, le jour où vous n'avez plus ce titre-là, vous n'avez plus aucune crédibilité, non. Alors que si vous agissez en tant que personne, mais les gens vont vous suivre en tant que personne. Moi, j'ai réussi à tisser des liens, j'ai eu la chance de faire pendant ma carrière, avec des gens avec qui je ne travaille même plus aujourd'hui, qui sont plus dans la compagnie, qui sont plus, mais que je rencontre quelque part dans la rue, on se rencontre dans un mall ou peu importe. Ah, bonjour, bonjour Étienne. Ah, comment ça va? Ça va bien. Des fois, la plupart du temps, je retrouve le nom. Des fois, je perds le nom. Je dis que je suis désolé, j'ai oublié ton nom. Et on discute comme deux personnes, pas en relation de telle à telle personne ou hiérarchique, peu importe. Ça, c'est important. Et les gens, ils apprécient ça, être considérés comme juste des humains. Nous ne sommes pas notre titre. Nous sommes d'abord un être humain qui a un titre. Des rares fois, il faut l'utiliser parce que des fois, mais ça, c'est très rare. C'est pas la règle, c'est l'exception. Donc, vous êtes un coach, et les rares fois qu'il faut une force, parce que bon, ça arrive, mais là, vous êtes le boss. Donc, tant qu'on ne bosse pas, on coach. Un coach, ça coach. Ça coach 98 ou 99% du temps. Parce que les cas, là, il n'y en a pas beaucoup. Et plus tôt vous allez vous occuper des cas comme ça pour envoyer le bon signal, moins vous allez en avoir. Les gens qui sont dans des chemins de travers, c'est parce qu'ils s'en sortent. They get away with it. Donc, ils continuent. Si un jour quelqu'un vient mettre un frein là-dessus, met un message clair, et là, je veux aussi ramener ma structure de know, understand, believe and act. Ce n'est jamais autant vrai que dans un contexte de centre de contact client, parce qu'il y a tellement de métriques. Et la personne à qui vous parlez, qui a un comportement déviant, vous pensez qu'elle fait exprès, peu importe. Est-ce qu'elle sait qu'elle ne doit pas le faire? Ok, des fois, les gens vont dire, on prend pour acquis. Mais non, elle le sait, elle le sait. La personne arrive en retard. Comment ça, elle ne sait pas qu'elle doit arriver en retard? Mais peut-être que dans sa tête, il est autorisé. Moi, j'ai coaché des gens qui étaient peut-être un peu plus jeunes ou peu importe, mais des gens qui vont vous dire, mais moi, je suis arrivé juste en retard 3 fois ce mois-ci. Je ne comprends pas pourquoi tu me rencontres. Non, moi, j'avais juste des retards de 5 minutes. Mais un retard de 5 minutes, c'est un retard. Dans un centre de contact client, un retard de 5 minutes, c'est un retard. Parce que les 5 minutes que tu n'es pas là, l'appel que tu aurais dû prendre, il est un appel supplémentaire pour ton voisin de côté qui, lui, il est arrivé à l'heure. Donc, non seulement lui, il arrive à l'heure, mais c'est lui qui prend les conséquences négatives de toi, du fait que toi, tu n'es pas là. Est-ce que lui, il sait ça? Non. Savoir. Une fois qu'il le sait, est-ce qu'il comprend? C'est le understand. Est-ce qu'il comprend ce qu'il y a derrière? Ben oui, s'il comprend, demandez-lui ce qu'il a compris. C'est la meilleure façon de vérifier la compréhension. S'il ne comprend pas, expliquez-lui, comme je viens de le faire, ce qui se retrouve derrière. Quand tu n'es pas là, ben, c'est ton ami, on les appelle. Là, vous êtes 2000 employés, mais si vous étiez deux et que vous avez un magasin qui vend des vêtements et qu'il y a deux caisses et que vous êtes deux employés et que ton ami ne vient pas, et donc là, tu es tout seul dans le magasin. Au lieu d'être deux, tu es tout seul. Comment tu aurais aimé ça? Tous les clients, ils passent tous chez toi. Donc, pour la charge de travail double, parce que ton ami n'est pas là aujourd'hui. Ou il arrive en retard d'1 heure. Donc, pendant 1 heure, tu es tout seul. Ben non, je ne pourrais pas m'en sortir. C'est la même chose. C'est pas parce que vous êtes 2000 qu'il n'y a pas d'impact. Il y a un impact qui est peut-être moindre, mais c'est le même impact. Ne fais pas payer la personne qui est là à l'heure, quand toi, tu n'es pas là à l'heure. Donc, les gens, une fois qu'ils comprennent ça, ils commencent à faire un effort un peu plus conscient, à partir understand.
Pardon. Ensuite, tu as la partie believe. Ah, believe. Savoir pourquoi on est là. Pourquoi tu fais du service à la clientèle? Ah, parce que ça paye bien. Ok, parfait. Tu as une autre raison? Parce que si tu n'en as pas une autre, tu ne feras pas long feu dans le business, hein. C'est un métier difficile. C'est un métier difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut parler à des gens qui ont des émotions. C'est un métier difficile, mais il a l'avantage que c'est un métier qu'un robot ne pourra jamais faire complètement. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, on peut y avoir, OK, des versions et tout ça. Mais un robot ne pourra jamais, jamais se comporter comme un humain. Quelqu'un qui vous parle au téléphone et qui vous dit, j'ai perdu mon iPhone dans un taxi. Un robot ne pourra jamais gérer cette situation-là autant que, aussi bien qu'un individu à qui c'est déjà arrivé et qui sait exactement comment le client se sent. Et qui peut donc dire, Monsieur le client, je comprends exactement votre état. Parce que moi, ça m'est arrivé l'an dernier. Et j'ai dû acheter un nouveau téléphone neuf et j'ai dû le payer plein prix, etc., etc. C'est cette connexion-là que les clients recherchent. Et moi, j'avais coutume de dire à mes équipes, vous êtes dans le service à la clientèle, vous êtes chanceux, vous avez l'opportunité d'aider quelqu'un tous les jours. Donc, je ne veux pas vous entendre parler comme un robot. Oui, 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 monsieur le bien, oui, oui. OK, mais si c'est ça, moi, je vais aller embaucher un robot. Un robot me coûte moins cher. Un robot ne va pas arriver en retard. Un robot ne va pas prendre des journées de maladie. Un robot ne prend pas tout mon temps. Oui, si vous allez me donner le même service qu'un robot, ben, je vais aller prendre un robot. Parce qu'il n'a pas tous les inconvénients que je viens de citer. Alors, qu'est-ce que tu me demandes de plus? Tu vas me donner l'écoute, l'attention, le renforcement positif. Monsieur le client, je vois que vous êtes avec nous depuis 7 ans. Merci de nous donner confiance, de nous accorder votre confiance. Et on est là pour que ça continue encore plus longtemps. Et donc, c'est la partie understand. Une fois qu'il connaît, qu'il comprend, donc know, savoir. Ensuite, understand, qu'il comprend. Believe, qu'il y croit. Il n'y a aucun obstacle à ce qu'il agisse et qu'il fasse ce que vous lui avez demandé. Quand les gens ne font pas ce qu'on leur demande, que ce soit en milieu de contact client, en milieu de travail de façon générale, c'est parce qu'on a sauté une des 3 étapes précédentes, à savoir le know, understand ou le believe. Retournez, vous allez voir de vous-même des choses qu'on prend pour acquis. C'est l'idée que toutes ces étapes-là sont faites, ces 3-là. Si elles sont faites, la personne va agir. Elle est déjà en train d'agir. Et donc voilà, Euh, une petite capsule sur le leadership, service à la clientèle assaisonné d'ingénierie sur le comportement, les choses qui peuvent être appliquées ailleurs dans d'autres entreprises. Il faut juste les connaître assez bien pour connaître les métriques de base et quel coût est rattaché à tel comportement. Ça se fait euh, une fois qu'on connaît bien et qu'on s'assoit avec les acteurs clés pour avoir les bons chiffres. Après, tout le reste, c'est une histoire de comportement. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aide en tant que compagnie ou en tant qu'individu ou en tant que gestionnaire d'équipe. Euh, Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne Cormac Talks. Partagez la vidéo, cliquez sur j'aime, parlez-en autour de vous et mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Si vous voyez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde sur lesquels j'ai de l'expérience, ça me fera plaisir d'en parler dans une autre capsule. Et écrivez-moi si vous voulez un avis, vous voulez travailler avec moi ou peu importe. Vous savez où me trouver. Ça me fera plaisir d'interagir avec vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée où que vous soyez dans le monde. Allez, salut!